Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil, innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 9e numéro. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. Le professionnel de la semaine, nous recevrons Jean-François Chaury. Oui Philippe, pour ce 9e rendez-vous d'Osez investir, nous recevons Jean-François Chaury, directeur général d'Advenisheim, société de gestion des sociétés civiles de placement immobilier du groupe Advenis. Il est sur Sud Radio pour nous parler du déficit foncier. Le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant expert en immobilier Bernard Cadot va nous parler de la fin de l'augmentation des prix de vente dans l'immobilier. Et le dernier sujet sera la clé de la semaine. Nous allons parler de sous-location et c'est en fin d'émission. Le tour du propriétaire, les informations prioritaires de la semaine. On a beaucoup parlé et entendu parler de la hausse des prix au mètre carré. Qu'en est-il des prix des loyers, Thomas ? Se Loger a publié un baromètre des loyers qui se base sur les biens mis en location. En France, le loyer moyen pour le logement vide est de 722 €, ce qui équivaut à une augmentation de 2,5% sur un an. Sans grande surprise, la ville de France, qui a les loyers les plus élevés, est Paris, avec 1 619 € par mois pour un logement vide. Pour un logement meublé, il faut compter en moyenne 1 841 € mensuellement. Le loyer le moins élevé est en revanche à Limoges et s'élève à 475 € par mois. Quant à la surface moyenne louée, elle se situe à 57 mètres carrés pour un logement vide. Vous voulez nous parler d'un salon pour se renseigner sur l'investissement dans les entreprises. Actionnariat, c'est son nom, est un salon pour investir dans les entreprises en France. Il permet aux actionnaires individuels de rencontrer des entreprises cotées en bourse ou non cotées qui recherchent des investisseurs. Réunions d'actionnaires, conférences plénières, ateliers pédagogiques et thématiques ponctuent les 2 jours du salon. Il se tiendra les 21 et 22 novembre au Palais des Congrès de Paris et l'entrée est gratuite. Cette semaine, Thomas, vous recevez Jean-François Chaury. Notre invité cette semaine, Philippe, est effectivement Jean-François Chaury, directeur général d'Advenisheim, société de gestion des sociétés civiles de placement immobilier du groupe Advenis. Votre société a été créée en 1995 et conçoit et gère une gamme de 9 sociétés civiles de placements immobiliers à destination d'une clientèle privée et institutionnelle. Vos investissements sont réalisés en France, en Allemagne et en Europe du Sud. Votre capitalisation des fonds immobiliers gérés par Advenisheim représente 483 millions d'euros. Bonjour Jean-François Chaury. Bonjour. Vous exercez dans un métier peu connu du grand public, donc il faut commencer d'abord par expliquer en quoi consiste le déficit foncier. Alors le déficit foncier, c'est du droit commun, c'est-à-dire qu'on va se positionner par rapport à un bien immobilier soit existant, soit que l'on va acquérir, dans une optique de réaliser des travaux. C'est effectivement un bien d'investisseur, là on ne parle pas de résidence principale ou de résidence secondaire, c'est un bien qui va avoir un objet locatif, avec un engagement locatif d'au moins 3 mois après la réalisation des travaux. Et cette possibilité qui s'offre à des investisseurs va leur permettre effectivement de déduire les travaux sur leurs revenus fonciers s'ils en ont déjà, c'est-à-dire que s'ils sont détenteurs d'un patrimoine immobilier existant, et donc avec des revenus locatifs, ou alors à des clients qui n'ont pas de revenus fonciers locatifs et qui peuvent déduire jusqu'à 10 700 € de travaux sur leurs revenus globaux. Concrètement, si je décide de faire du déficit foncier, comment je dois m'y prendre quand je suis un investisseur lambda ? Alors, vous avez différentes manières d'accéder au déficit foncier. La première, c'est d'investir un bien ou d'acheter un appartement, si on parle concrètement, de se positionner donc avec un achat de bien, passer chez un notaire, devenir propriétaire. Et ensuite, dans une optique locative, c'est de réaliser des travaux de réhabilitation, d'entretien. Tous les travaux ne sont pas déductibles en déficit foncier. On ne peut pas faire d'agrandissement de surface, par exemple. Et on a effectivement une obligation de respecter certains critères. Mais si on respecte ces critères, ces travaux vont être donc déductibles des revenus, comme on l'indiquait tout à l'heure, et on pourrait y revenir peut-être plus en détail par la suite. Vous avez un autre moyen de détenir et de faire du déficit foncier, c'est d'acquérir des parts de SCPI, donc comme on en parlait tout à l'heure, des sociétés civiles de placement immobilier, qui sont spécifiques et qui sont dédiées à cet achat de déficit foncier. Donc là, ce n'est pas vous en direct qui allez vous porter acquéreur d'un bien, mais la société de gestion qui gère elle-même une SCPI de déficit foncier, qui va
acheter, qui va avoir une logique un peu plus diversifiée puisqu'elle va avoir un volume d'investissement plus fort. Elle va pouvoir acquérir plusieurs biens, réaliser des travaux, et les travaux, dans le même titre, au même titre qu'un bien en direct, vont pouvoir être déduits des revenus fonciers ou des revenus globaux salariés des investisseurs. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un profil type d'investisseur ? Oui, en règle générale, on s'adresse plutôt à des clients qui ont un patrimoine immobilier existant et donc soit des revenus fonciers existants, soit à des clients qui ont des revenus professionnels assez importants avec une tranche marginale d'imposition assez élevée. Quand je dis ça, c'est au-delà de 30%. Pourquoi ? Parce que on va plus faire du sur-mesure, on va plus adapter l'investissement en fonction de la typologie des revenus du client, soit des revenus fonciers, soit des revenus globaux. Et on va optimiser, si je peux expliquer ou exprimer le terme fiscalement, on va optimiser fiscalement ces revenus-là pour faire en sorte d'avoir une réduction d'impôts, une optimisation fiscale plus importante. Les clients qui auraient des tranches marginales un petit peu plus faibles ont d'autres possibilités d'investissement dans le private equity ou sur d'autres lois comme le Pinel, etc. Et donc, eux sont moins à même, effectivement, d'être intéressés par cette fiscalité. Est-ce que vous pouvez nous illustrer par un exemple concret une approche en déficit foncier ? Alors, sur un cas concret, quelqu'un qui va acquérir un bien 100 000 euros, par exemple, oui, et qui va réaliser 100 000 euros de travaux. Ces 100 000 euros de travaux vont être déductibles, donc comme je l'exprimais, sur des revenus fonciers existants. Imaginons que c'est quelqu'un qui a déjà, vous parliez tout à l'heure de revenus locatifs de certaines villes, quelqu'un qui a déjà un appartement loué à Paris, par exemple, ou ailleurs, mais qui a grosso modo 20 000 euros de revenus fonciers existants. Ces 100 000 euros de travaux vont être déductibles d'abord de ses revenus fonciers existants. Et donc, ça va lui faire économiser, en fait, sa tranche marginale d'imposition et sa CSG-CRDS à 17,2%, donc grosso modo une cinquantaine de pourcents sur effectivement son imposition sur ses revenus fonciers existants. Ensuite, le reliquat, c'est-à-dire 80 000 euros, va être déductible de ses revenus globaux à hauteur de 10 700 puisqu'il y a un plafond. Et donc ces 10 700 vont déduire ses revenus globaux en termes de déduction d'impôt sur sa tranche marginale d'imposition. Donc s'il a une tranche marginale à 41%, ça fait un peu plus de 4 000 euros de réduction d'impôt. Et le reliquat, c'est là où c'est très intéressant de faire du déficit foncier parce qu'on a une visibilité qui est très grande dans le sens où on va pouvoir déduire le reliquat et le reporter sur les 10 prochaines années de revenus fonciers positifs. Ce que je retiens quand même, Jean-François Chaury, c'est que ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Il faut déjà, ce que vous disiez tout à l'heure, avoir déjà un patrimoine, avoir déjà une capacité quand même financière. C'est tout ça qu'il faut prendre en considération. On reste sur d'abord des investisseurs. C'est-à-dire que c'est souvent des clients qui ont déjà leur résidence principale, qui peuvent avoir une résidence secondaire, mais en tout cas, c'est déjà des gens qui sont détenteurs de leur résidence principale la plupart du temps, puisqu'on s'adresse là à des gens qui vont venir soit aller chercher des revenus complémentaires actuels, c'est-à-dire tout de suite, soit des revenus complémentaires futurs dans le cadre de leur retraite. On parle, et je pense qu'on va encore beaucoup parler ces prochains mois, de la retraite, notamment avec l'avènement des plans d'épargne retraite, etc. On va avoir effectivement une typologie ou une cible de clients qui est plus des investisseurs et donc qui connaissent déjà la matière immobilière et qui ont une tranche marginale ou en tout cas des revenus un peu plus élevés que la moyenne. Chaury, nous allons passer à la question bonus. Pendant toute la durée de votre interview, notre consultant Guy Marty, expert en gestion de patrimoine, vous a écouté et une question à vous poser. Guy Marty, Jean-François Chaury est prêt à vous répondre. Oui, Jean-François Chaury. Dans quel cas recommandez-vous une SCPI classique et dans quel cas une SCPI revenu déficit foncier ? Alors en règle générale, elles n'ont pas la même vocation et pas la même duration non plus. C'est-à-dire que déjà, il faut tenir compte à chaque fois quand on parle d'un client investisseur privé de son objectif patrimonial. Donc si quelqu'un souhaite avoir des revenus complémentaires tout de suite, on va plutôt travailler sur des SCPI d'entreprise, donc des SCPI classiques, comme on peut les appeler, et qui vont, suite à un investissement, pouvoir délivrer un coupon, un revenu régulier tous les mois, tous les trimestres, et donc permettre à cet investisseur de répondre à cet objectif-là. Sur des SCPI déficit foncier, on est plus sur des clients qui souhaitent minimiser en fait leur pression fiscale, notamment avec des revenus locatifs existants et qui représentent grosso modo ce que je disais tout à l'heure, à peu près 50% d'impôts. Et donc ceux-là sont plus intéressés à réduire à court terme leur pression fiscale, d'une part, et aussi de pouvoir générer des revenus futurs, mais plus tardifs, en tout cas pas immédiats. Donc c'est la différence entre les deux. Merci Jean-François Chaury d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Advenis Reim, société de gestion de société civile de placement immobilier du groupe Advenis. Dans le coin de l'expert, notre expert de la semaine, c'est Bernard Cadot, notre consultant en immobilier.
Oui Philippe, Bernard Cadot, il y a encore quelques semaines, nous évoquions ici même que le record des 10 000 € du mètre carré était battu à Paris, avec de fortes disparités en fonction des zones géographiques. Vous prévoyez, vous, la fin de l'augmentation des prix de vente en immobilier? Nous y serions donc, Bernard, c'est possible? Oui Thomas, tout le monde connaît cette expression, les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Je préciserai d'ailleurs que les prix immobiliers non plus. Le marché immobilier est très très actif depuis 3 ans et on peut même dire qu'il s'est emballé. Les causes de cet emballement tiennent pour grande partie à la baisse constante et spectaculaire des taux d'intérêt d'emprunt qui battent record sur record, actuellement sous la barre de 1%. Cette baisse est un réel effet d'aubaine favorable aux candidats à l'acquisition immobilière, dont ils ont très largement profité et c'est bien légitime. Songez par exemple que sur 10 ans, la baisse des taux représente un gain de pouvoir d'achat de plus de 25%. Et dans le même temps, les prix ont flambé. Oui, c'est vrai, mais toute médaille a son revers et ce sont donc les prix immobiliers qui ont considérablement augmenté sur la même période, augmentation à laquelle s'ajoute une baisse du volume des biens disponibles. Cette augmentation des prix de l'immobilier ne peut plus continuer. En effet, nonobstant ces taux très bas, le pouvoir d'achat des candidats acquéreurs ne suit plus, car la rémunération ne suit pas. Si les prix devaient continuer leur ascension, le marché en zone tendue serait sous risque imminent de blocage généralisé. Vous considérez qu'il y a un risque sérieux que cela se produise ? Je pense pas que ça va se produire, mais à coup sûr, les prix vont faire une pause et leur courbe va prendre une forme de plateau. C'est imminent. Pour combien de temps ? Difficile à dire, sauf si le choc de l'offre tant attendu venait à se produire. Donc le moment serait venu de vendre ? En fait, il faut jamais oublier que la mise en vente de sa résidence principale doit s'inscrire dans un projet global, souvent vente d'abord, puis achat. La décision de vente est rarement motivée par le seul niveau des prix, mais plutôt par les opportunités qui sont offertes par le marché après la vente. Essayer de vendre toujours plus cher, c'est aussi indirectement faire monter les prix de ce que l'on va racheter. Pour ce qui est de l'investisseur pur et de l'investissement pur, mieux vaut conserver son patrimoine et le faire grandir grâce aux taux d'intérêt historiquement bas. Eh bien, il nous suffit d'attendre et d'observer le marché. Merci Bernard Cadot. Et maintenant, place à la clé de la semaine, vous allez traiter le sujet de la sous-location, Thomas. Et de manière plus précise, de la sous-location lorsque vous partez en voyage, en déplacement de longue durée ou bien en Erasmus pour les étudiants par exemple. Plutôt que de payer un loyer sans occuper votre appartement, ou pire, être obligé de le quitter car vous ne pouvez payer 2 loyers, la nouvelle tendance est à la sous-location. Mais je croyais que la sous-location était interdite. Vous rejoignez sur ce point une majorité de Français qui pensent que la sous-location est illégale et pourtant ce n'est pas le cas si 2 points sont respectés. Vous devez obtenir l'accord écrit de votre propriétaire et le loyer reversé doit être égal ou inférieur au loyer payé. Vous avez déniché une start-up spécialisée dans la sous-location Smart Renting. Smart Renting est une agence immobilière spécialisée en gestion locative. Elle s'occupe de gérer votre appartement pendant votre absence en le sous-louant sur des plateformes de location courte durée. Elle se charge de l'accueil du sous-locataire, du ménage et des assurances. Smart Renting paye 100% de votre loyer pendant que vous n'êtes pas là. L'agence vous garantit donc un loyer chaque mois. Sachez que le service est totalement gratuit. Smart Renting se rémunère avec la différence de votre loyer et le prix auquel l'agence loue votre appartement. Alors comment doit-on s'y prendre ? Il vous suffit tout simplement de proposer votre logement via le formulaire disponible sur le site. Cela vous prendra environ 2 minutes. Smart Renting organise une visite et effectue un état des lieux. Si la société accepte votre logement et qu'il correspond aux critères légaux, alors vous signez avec eux un mandat de gestion. Vous pouvez donc partir serein en voyage sans avoir à vous préoccuper de votre appartement puisqu'il est géré et payé par Smart Renting. Vous le retrouverez à votre retour comme vous l'aviez laissé. Voilà, c'était le 9e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur votre smartphone en téléchargeant l'application Sud Radio. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.